Merci de nous rejoindre sur France 3 Pays de la Loire pour la suite de notre soirée spéciale consacrée à ces élections à la fois régionales et départementales. Merci de nous rejoindre à présent pour la suite de notre soirée spéciale élection sur France 3 Pays de la Loire. Il est 21h15, toujours pas de résultat définitif en ce qui concerne les élections régionales, mais des estimations qui s'affinent minute après minute. Avec ces estimations, regardez, Christelle Morançais, la présidente sortante Les Républicains, arriverait très largement en tête, 34% des suffrages au premier tour, suivi de l'écologiste Mathieu Orphelin, 18,6%, Guillaume Garot du Parti socialiste, 16,6%. Le Rassemblement national est crédité de 12,7% et François de Rugy, très loin derrière, 11,7%. François de Rugy, candidat de la majorité présidentielle, Christine. On va rejoindre tout de suite Maxime Jacquebin qui est en direct pour nous au Conseil régional des Pays de la Loire. Maxime, est-ce que vous avez vu la présidente sortante, Christelle Morançais? Est-ce qu'elle s'apprête à faire une déclaration, elle qui vire en tête selon les estimations avec 34% des voix? Eh bien, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais Christelle Morançais est en train d'arriver. Vous entendez peut-être les flashs des photographes. Tous les journalistes sont prêts, en tout cas, pour sa toute première déclaration. On va suivre ça ensemble. Christelle Morançais qui arrive donc avec 34% des votes, 10% de plus que les premières estimations. On va l'écouter ensemble. Écoutez Christelle Morançais qui prend la parole. J'y vois vraiment comme un signe d'une reconnaissance, d'un travail effectué depuis 3 ans. Comme vous le savez, je n'ai rien lâché. J'ai tout donné pour cette région. Et ce soir, c'est une vraie reconnaissance et je tiens vraiment à les remercier. Permettez-moi d'avoir quelques mots pour l'abstention. Une abstention très très forte. Et je dois vous le dire, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je m'interroge pourquoi ces électeurs ne vont pas ou ne vont plus voter. Et notre rôle, c'est justement, nous politiques, de redonner confiance, cette envie aussi de croire dans la noblesse de la politique. Et je pense que c'est un gros travail qu'on doit tous faire collectivement, quels que soient les partis politiques. Bien évidemment, je reste sereine, déterminée et aussi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que c'est que le premier tour. Il y a un deuxième tour et cette semaine, bien évidemment, dès demain, je retournerai sur le terrain à la rencontre de l'ensemble des habitants de notre région pour qu'ils se mobilisent, qu'ils continuent la dynamique que nous avons engagée pour ce premier tour parce que rien n'est gagné. Donc j'appelle l'ensemble des électeurs à continuer à se mobiliser pour ma liste qui est une liste, je le rappelle, de rassemblement de la droite, du centre et de la société civile. Et encore une fois, déterminée, mais encore, voilà, il faut aller à la rencontre de l'ensemble de la population et faire en sorte qu'on ait un taux de participation plus important. Donc je l'espère pour dimanche prochain. C'était donc une déclaration en direct du Conseil régional des Pays de la Loire de la présidente sortante Christelle Morançais, Les Républicains. Selon les estimations, elle bénéficierait de 34% des voix. Arnaud Leclerc, vous êtes notre politologue. 34% des voix, c'est beaucoup plus que les précédents sondages qui étaient autour de 25%. Mais Christelle Morançais l'a bien souligné, finalement, ça fait peu de votants avec plus de 70% d'abstention. Ça pose question? Ça pose question, bien entendu. Lorsque 2 électeurs sur 3 ne viennent pas aux urnes, ça pose toute une interrogation sur la légitimité des élus, sur la légitimité de l'action, ensuite, des orientations qui sont données. Malgré tout, le système électoral est fait de telle manière que, quel que soit le niveau de participation, le résultat, entre guillemets, vaut juridiquement, légalement, il est parfaitement reconnu. C'est dans la tête des gens et dans la légitimité qu'il y a une interrogation. Et dans la tête des élus, manifestement, parce qu'elle ne s'en cache pas. Bien sûr, lorsqu'on voit le chiffre le soir même, lorsqu'on entend tout à l'heure que dans certains quartiers, c'est 8 à 9% de participation, évidemment, l'interrogation est nécessairement lourde lorsqu'on fait de la politique, mais pour autant, ça n'interdit pas juridiquement d'agir et d'être élu. Ça, c'est la première chose. Simplement, après, vous savez que lorsque vous essuierez une contestation quelconque, elle risque d'être beaucoup plus forte parce que, quelque part, vous êtes moins assis vis-à-vis du public. On a vu Christelle Morançais tout sourire, c'est logique, elle est très largement en tête ce soir du premier tour. Tout sourire aussi parce qu'elle jouait très gros, Christelle Morançais, c'était sa première campagne régionale sur son nom. Un échec aurait été synonyme, peut-être pas de fin de carrière, mais en tout cas de fort ralentissement au niveau national notamment.
C'est clair. Pour le coup, elle jouait effectivement très gros. Et il faut rappeler que ce soir, elle fait sensiblement le même score que Bruno Retailleau Ce qui est une performance quand même. Ce qui est quand même une très grosse performance, puisqu'elle n'a évidemment pas la même notoriété, elle n'a pas construit la même carrière nationale non plus. On rappelle d'ailleurs que Bruno Retailleau lui a laissé son siège en 2017, quand lui-même a été réélu sénateur. Elle est aussi plus jeune en politique, ce qui veut dire aussi qu'elle a plus de temps devant elle. C'est une très grosse performance. C'est d'autant plus une grosse performance qu'il y a un acteur politique de plus sur la scène, qu'est La République En Marche. Et la République Ça, c'est l'autre surprise. C'est l'autre surprise très très forte. Nationalement, 11,7% pour François de Rugy pour la majorité présidentielle. C'est une contre-performance, on peut dire, maximale quasiment. C'est non seulement, il y a sans doute une dimension de sanction à l'échelle nationale, mais il y a même sans doute une dimension personnelle pour François de Rugy. Et là aussi, c'est une contre-performance au regard de toutes les attentes que les sondages avaient créées. On est sur 8 à 9 points de moins que ce que nous disaient les sondages à minima. Et pourquoi les sondages, justement, le donnaient 8 à 9 points? Qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte par les sondages? Alors, je redis qu'une des grandes faiblesses des sondages, c'est la quasi-impossibilité de bien mesurer l'abstention. Or, dans une soirée comme celle-ci, c'est 2 personnes sur 3. Dès qu'on se trompe sur l'abstention, on se trompe énormément sur les résultats qu'on va prêter aux électeurs, parce qu'au téléphone, les enquêtés vous disent que peut-être ils iront voter, qu'ils ont telle ou telle préférence, mais finalement, ils n'y vont pas. Donc voilà. Et donc il y a eu moins d'abstentionnistes pour Christelle Morançais que pour François de Rugy. On peut l'interpréter comme ça? Il est très clair que chez les Républicains comme au Parti Socialiste, le vote est aujourd'hui plus âgé en moyenne. Et que l'électorat des plus de 60 ans est un électorat relativement fidèle, relativement à une norme civique puissante en tête. Ça veut dire pour eux, le vote, c'est un devoir. Alors que lorsque vous entrez dans les moins de 35 ans, le vote, c'est un droit. Et alors, subjectivement, on l'exerce ou on ne l'exerce pas en fonction des opportunités. Ça fait qu'on a des niveaux d'abstention très forts chez les moins de 30 ans et des niveaux d'abstention très faibles chez les plus de 65 ans. Et puis, il y avait une des têtes de liste qui avait dit « Mon principal ennemi, c'est l'abstention ». Eh bien, peut-être qu'elle a joué contre lui, justement, cette abstention. C'est Hervé Juvin. C'est un autre résultat à commenter, quand même. Pascal Ganaye, il y a 6 ans, en 2015, avait obtenu 21,5% des suffrages au second tour. Là, ce soir, Hervé Juvin, c'est 12,7%. Oui, c'est une vraie surprise pour le coup. Et quelque part, c'est un peu la rançon de la gloire aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, s'est implanté dans la région à plusieurs endroits d'une manière forte, en particulier auprès de l'électorat populaire, il faut le rappeler, eh bien, il est tout aussi susceptible d'être victime de l'abstention que les autres forces. C'est 10 points de moins qu'en 2015, selon les estimations. Oui, c'est 10 points de moins, 9 points de moins. Et c'est pas propre au Pays de la Loire, d'ailleurs. Au niveau national, il y a un tassement. Ce qui signifie aussi que la forme de protestation à l'égard de l'exécutif ne se manifeste pas nécessairement par un vote massif en faveur du Rassemblement national. Mais par un non-vote. Alors, on a parlé des élections régionales. Il y avait un double scrutin aujourd'hui et également des élections départementales. On va prendre la direction de la Vendée, de la préfecture de la Roche-sur-Yon pour retrouver Fanny Borius avec une question. Y a-t-il encore une opposition en Vendée, Fanny ? Oui, Christine, et bien de nouveaux résultats qui tombent dans le canton de Montaigu-Vendée. Le duo d'hiver droite l'emporte avec 70,94% des voix, mais participation pas suffisante. Ce duo sera donc opposé au duo de l'Union de la gauche et des écologistes qui n'ont fait que 17%, mais qui seront donc bien au second tour. Autre résultat qui est tombé il y a quelques minutes, c'est à Luçon, où le duo de l'Union de la droite l'emporte avec 50,73% des voix. Là encore, une participation pas suffisante. Et donc, ce duo sera opposé au second tour au Rassemblement national. Le Rassemblement national qui l'emporte d'une courte tête. 44 voix le séparent du duo de l'Union de la gauche et des écologistes. Duo de la gauche et des écologistes qui est donc éliminé. Et puis, je vous rappelle les résultats qu'on a eu tout à l'heure. À La Châtaigneraie, pareil, duo d'hiver droite qui sera au second tour opposé de nouveau un duo du Rassemblement national. Et au Sables d'Olonne, l'Union de la droite, également représentée par Florence Pinault, conseillère départementale sortante, sera opposée au duo de l'Union de la gauche et des écologistes qui a eu 23,58% des suffrages exprimés. Et le canton qu'on attend, évidemment, on n'a pas encore de résultats jusqu'à présent, c'est le canton de La Roche-sur-Yon, seul canton de gauche ici en Vendée, tenu par Sylviane Bulto. Et Luc Boire s'est présenté sur ce canton. Il est en tête pour le moment, mais pas de résultat définitif. On l'attend dans quelques minutes.
Luc Bouard, donc le maire d'hiver-droite de La Roche-sur-Yon, qui compte bien reprendre ce canton de La Roche-sur-Yon 2. Merci Fanny Borius. On le voit, des élus qui font des scores très importants. Je pense à Montaigu, où la première vice-présidente Isabelle Rivière totalise 70%, plus de 70% des voix. Et pourtant, elle est en ballotage, elle n'est pas élue. Comment c'est possible, ça, Arnaud Leclerc ? Parce que le code électoral prévoit deux choses. Il faut avoir plus de 50% des voix, ça c'est une chose, mais il faut aussi avoir plus de 25% des inscrits. Or, l'abstention est telle aujourd'hui que c'est impossible d'avoir 25% des inscrits, même en ayant 70% des voix. 7 élus dès le premier tour en 2015, ça ne sera pas le cas, évidemment, cette fois-ci. On va continuer notre tour des départements, puisqu'il y a aussi des élections départementales, vous le savez, en ce 20 juin pour le premier tour. On va tout de suite retrouver Éric Aubron depuis la préfecture du Maine-et-Loire. Oui, avec enfin un résultat définitif. Il concerne Beaufort en Anjou, le canton de Beaufort qui était tenu par le binôme sortant d'hiver droite de la majorité départementale, Philippe Chalopin et Marie-Pierre Martin. Eh bien, ce binôme sortant arrive largement en tête de ce scrutin avec plus de 62% des voix exprimées. Et il va se retrouver finalement seul au second tour puisque les deux autres listes, Rassemblement national et la liste communiste, n'ont pas obtenu les 12,5% des voix des inscrits requis pour se maintenir. Et donc Philippe Chalopin, Marie-Pierre Martin, le duo d'hiver droite, eh bien, sera seul au second tour. On n'a pas encore non plus de résultats définitifs concernant évidemment le canton que tout le monde attend, c'est le canton 1, celui qui est tenu par le président départemental Christian Gillet, le président sortant. Par contre, on a des tendances, elles ne lui sont pas favorables. Pour l'instant, seulement un tiers des bulletins ont été dépouillés concernant ce canton, mais pour le moment, eh bien, Emmanuel Capu et Roselyne Bienvenue, qui est la liste soutenue par le maire d'Angers, Christophe Béchu, eh bien, arriverait en tête, loin devant Christian Gillet, qui serait au coude à coude avec la liste des écologistes et de la gauche. Pour l'instant, ce ne sont, je vous le dis, que des résultats partiels. Nous n'avons pas encore les résultats définitifs et on ne devrait pas les avoir tout de suite, évidemment. Ce sera assez long, je pense. Merci beaucoup, Éric Aubron. Effectivement, on va suivre de très très près ce canton où se battent à distance le maire d'Angers et le président sortant du conseil départemental du Maine-et-Loire. À présent, on va prendre la direction du conseil régional des Pays de la Loire où Maxime Gréglin est aux côtés de Christelle Morancet. On le rappelle, selon les estimations, elle serait largement en tête sur ces élections régionales, sur ce premier tour, avec 34% des voix, Maxime. Oui, tout à fait. Bonsoir Christelle Morancet, merci d'être avec nous sur France 3 Pays de la Loire. On vient d'entendre votre déclaration, votre satisfaction. Est-ce que vous vous attendiez à un score aussi large dès le premier tour ? Écoutez, moi depuis la semaine dernière, je sentais qu'il se passait quelque chose, mais j'étais extrêmement prudente, notamment vis-à-vis des sondages. Aujourd'hui, bien évidemment, je remercie l'ensemble des électeurs qui m'ont mis largement en tête pour ce premier tour. J'y vois comme une reconnaissance aussi du travail accompli. Depuis 3 ans, j'ai tout donné. J'ai un bilan que je mets sur la table et puis un projet pour l'avenir de la région des Pays de la Loire. Mais je l'aborde aussi avec beaucoup de sérénité, détermination, mais surtout humilité, parce que c'est que le premier tour. Il y a un deuxième tour, donc l'enjeu, c'est de mobiliser très fortement et de continuer cette dynamique pour le deuxième tour. Alors justement, un mot peut-être sur le résultat de François de Rugy. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce résultat ? Il arrive 5e, on le rappelle, derrière le Rassemblement national. Écoutez, moi, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. En tout cas, les Ligériens ont envoyé un message pour ce premier tour. J'ai toujours dit c'est eux qui décidaient et non pas les sondages ou les commentaires ou les complots, comme certains pouvaient dire la semaine dernière. Vous allez vous parler là pendant l'entre-deux tours ? Écoutez, moi, très clairement, j'attendais ce premier tour pour savoir ce que les Ligériens pouvaient attendre. Le message est très clair et ils me mettent largement en tête. Et donc, quand on voit le taux d'abstention important, je pense qu'il faut respecter aussi les attentes des habitants. Et donc, ma liste du premier tour sera la même pour le deuxième tour. Une liste, je rappelle, de rassemblement de la droite, du centre et de la société civile. Concrètement, vous continuez toute seule, Christelle Morancet. Écoutez, je pense que le message était clair. Je pense que c'est une attente aussi
encore une fois 34%. J'en suis vraiment aussi beaucoup très émue, mais je pense que c'est le fruit aussi d'un travail depuis 3 ans, et donc je me dois de respecter le choix aussi des électeurs et d'amplifier bien évidemment cette dynamique, parce que c'est que le premier tour, il y a un deuxième tour. Justement, sur le terrain, demain vous serez où dans votre campagne d'entre-deux tours? Écoutez, je vais sillonner nos 5 départements comme je le fais depuis 3 ans. Vous savez, c'est plus de 250 000 km. Je ne découvre pas la région, je ne fais pas du terrain uniquement pendant les élections. Je vais continuer à être sur nos 5 départements toute la semaine. Merci beaucoup Christelle Morançais d'avoir été avec nous. On attend également la déclaration de Mathieu Orphelin depuis son QG. Ça devrait être dans quelques minutes maintenant. D'ici 10 minutes, effectivement. Merci beaucoup, Maxime Jaglin, depuis le Conseil régional des Pays de la Loire. On va s'intéresser à l'autre scrutin du jour. Ce sont les élections départementales, avec un président sortant qui nous attend depuis la préfecture de la Sarthe. C'est Dominique Leménaire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président sortant du Conseil départemental de la Sarthe, d'hiver droite, ex les Républicains. Vous êtes visiblement très largement en tête dans votre canton de Saint-Calais, mais pour l'instant, très peu de résultats en ce qui concerne votre département pour les candidats de votre majorité ou de l'opposition. Oui, effectivement, avec 61%, je suis qualifié pour le deuxième tour, puisque vous savez que la règle du nombre d'inscrits fait qu'on ne pourra pas être élu dès le premier tour dans le département. Il y a un faible taux de participation, j'allais dire un peu comme partout. Dans mon canton, c'est 37,5%, mais dans certains cantons urbains du Mans, c'est moins de 20%. Donc il y a un problème de mobilisation, on le voit, mais quelque part, je pense que les candidats de la majorité départementale seront en tête dans de nombreux cantons du département de la Sarthe. Et bien sûr, je m'en réjouis. On verra ça effectivement à l'issue de la soirée. Ce qui semble ressortir aussi des premiers résultats sur votre département, c'est que le Rassemblement national sera face à des candidats de votre majorité ou de l'opposition au second tour. Il y avait 15 cantons dans lesquels le Rassemblement national s'était qualifié en 2015. Là, ce sera peut-être plus cette année encore. Je rappelle qu'il y a 21 cantons dans la Sarthe. Oui, vous avez raison. A priori, c'est ce schéma qui se dessine ce soir. On voit un certain nombre de candidats du Parti socialiste qui sont éliminés du fait de la règle des 12,5% des inscrits. Et donc, le Front National étant arrivé en tête devant eux, ils seront présents pour un deuxième tour. Merci beaucoup Dominique Leménaire d'avoir été en duplex avec nous depuis la préfecture de la Sarthe. Je rappelle que vous êtes candidat à votre réélection à la présidence du département de la Sarthe et que vous vous présentiez sur le canton de Saint-Calais. On va s'intéresser maintenant à la Mayenne et on va être en direct depuis la préfecture de Laval avec Pierre-Éric Cali. Plusieurs résultats, dont celui de Saint-Barthélemy. C'est le canton sur lequel se présentait Olivier Richefou, le président sortant, UDI. Élu au premier tour en 2015, ça ne sera pas le cas cette fois en 2021, Pierre-Éric. Oui, mais il arrive, vous le dites, dans le canton de Saint-Berthevin, largement en tête avec 60% des voix devant les divers gauches Jean-Yves Cormier et Karine Roussel, 30%. Et en troisième position, le Rassemblement national, Kevin Davy, André Guibet, qui font 9%. À Mellet-du-Maine, c'est la liste d'hiver droite, Julie Ducoing, Sylvain Rousselet qui arrive en tête avec 52%. Devant les divers gauches et associés aux socialistes, Céline Bélanger et David Ferrand qui sont à 29%. Quant au troisième, c'est Jean-Michel Cadenat, le leader du Rassemblement national en Mayenne, qui lui totalise 18% des voix. À Château-Gontier 1 sur Mayenne, Château-Gontier sur Mayenne 1, Jessie Chardon et Maryse Jardin. Dominique de Valicourt et Benoît Lyon arrivent en tête, qui représentent la liste d'hiver droite, et devant Jessie Chardon et Maryse Jardin, le Rassemblement national à 17, qui font 17%. Autre résultat, Cossé-le-Vivien, Elisabeth Douaneau et Christophe Langouette arrivent largement en tête avec 23% des voix et 3650 voix devant Solange Lagneau et Philippe Lamarre qui totalisent 707 voix. Et enfin, le canton de Laval 2, c'est Marie-Laure Lemay-Clavreul et Antoine Leroyer qui représentent la liste d'hiver gauche et écologie Europe Les Verts, arrivent en tête avec 47% des voix.
beaucoup Pierre-Éric Cali. Je rappelle que vous étiez en direct de la préfecture de Laval. Et en ce qui concerne le canton de Cossé-le-Vivien, il fallait bien lire 83% des voix pour Elisabeth Doisneau, la candidate de l'IDI en fronde contre les présidents sortants, Olivier Richefoux, 83,7%. Et pourtant, elle est en ballottage face au Rassemblement national qui totalise 16% des voix. Ce sera peut-être un record, 83,7%, et on n'est toujours pas qualifié pour le second tour. On va à présent retourner à la préfecture du Maine-et-Loire où nous attend en duplex Christian Gillet. Bonsoir Monsieur Gillet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Bonsoir. le président sortant du département du Maine-et-Loire. Vous vous présentez sur un canton d'Angers, le canton d'Angers 1. Selon les premiers résultats qui pour l'instant sont partiels, précisons-le, vous seriez devancé par Emmanuel Capu, qui est soutenu, même pas dans l'ombre, de façon très officielle par le maire d'Angers, Christophe Béchu. Est-ce que vous nous confirmez cette tendance ? Il semble effectivement que le clan Béchu réussisse son coup, c'est-à-dire faire passer M. Capu. Le maire d'Angers, par un véritable plébiscite, a pu faire croire que c'était une élection municipale bis. Et donc, d'ailleurs, d'une lettre de dernière minute, il ne s'en cache pas, puisqu'il demande à ceux qui votent pour lui au municipal de voter pour M. Capu. Donc c'est une élection détournée de son sens, je dirais, et c'était très grave pour la démocratie et grave pour le département. Mais par ailleurs, je suis très heureux que les binômes de la majorité aient bien résisté et même fait mieux que résister, puisque je pense que la majorité départementale va se renforcer. Néanmoins, sur Angers 1, effectivement, il semble que je sois battu par M. Capu, qui n'a pas fait une campagne... pas fait une campagne très courtoise et très originale, bien évidemment. Les chiffres dont nous disposions, évidemment, et tous les moyens de la mairie d'Angers qui ont fait campagne. Les chiffres dont nous disposions, Monsieur Gillet, étaient des chiffres partiels. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous avez des chiffres définitifs sur ce canton et que vous n'irez même pas au second tour ? Je ne sais pas encore. Nous n'avons pas encore les résultats définitifs, mais c'est possible qu'effectivement que je n'arrive pas au second tour. C'est une surprise, une énorme déception, on imagine pour vous, qui êtes élu depuis plus de 30 ans au conseil départemental du Maine-et-Loire. C'est effectivement le cas, puisque je suis élu depuis 33 ans. C'est une déception, mais vous savez, quand vous avez un clan contre vous et les moyens municipaux avec tous les conseillers contre vous, c'est très difficile face à Christophe Béchu. Et je regrette qu'il ait employé des méthodes que je réprouve totalement, mais j'ai ma conscience pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Gillet, en duplex de la préfecture. On vous sent très ému, évidemment, par ce résultat que nous confirmerons un petit peu plus tard sur notre antenne. Pour l'instant, nous n'avions que des résultats partiels. Merci à vous. Et on va à présent prendre la direction à nouveau de la Mayenne et de Laval, où nous attend le maire de Laval qui a été élu l'année dernière, Florian Bercaud, d'hiver gauche, très proche de Guillaume Garot. Florian Bercaud, bonsoir. Guillaume Garot qui totalise 16,6% des voix selon nos estimations. Un meilleur score que prévu, mais il est derrière Mathieu Orphelin. Qu'est-ce que vous en déduisez ? C'est un très bon score et sur Laval, c'est presque 45% des Lavallois qui ont fait confiance à Guillaume Garot pour ses régionales. Moi, ce que je retiens, c'est aussi les scores sur la ville de Laval. Au départemental, les binômes des forces de gauche rassemblées, la gauche sociale et écologiste, est largement devant et c'est de bon augure pour le second tour. J'en appelle d'ailleurs à un vote massif et à confirmer ce scrutin, ce premier tour, qui vient confirmer la dynamique des municipales. Quand la gauche est là, est rassemblée. Florian Bercaud, est-ce que vous avez des résultats concernant vos adjoints Antoine Caplan et Bruno Berthier qui se présentent sur ces élections départementales ? J'ai pas de résultats définitifs, mais que soient tous les adjoints, Bruno Berthier, Antoine Caplan seraient plus de 50% avec leur binôme. Ça vient vraiment conforter la dynamique et moi j'en appelle vraiment au vote parce que je suis un des plus jeunes maires. Si je me suis engagé, c'est parce que je crois au pouvoir de changement. Depuis qu'on est arrivé en fonction, on a mis en place la cantine à 1 €, les transports publics gratuits le week-end, le budget participatif. Tout ce que l'opposition de droite fustigeait, c'est réalisé et parfois voté même à l'unanimité à l'agglomération. Et pourtant, on arrive à quasiment 70% d'abstention sur la Mayenne, pourtant. Mais c'est malheureux, mais c'est pour ça que j'en appelle sur votre antenne à vous rappeler à l'histoire. L'histoire, c'est quoi ? C'est en 100 ans, c'est des luttes sociales qui ont permis quoi ?
Ça a permis le SMIC, le RSA, les 35 heures, les 5 semaines de congés payés. C'est grâce à quoi ça? C'est grâce aux politiques. Donc le vote, c'est utile. Le vote, ça permet l'action, ça permet le changement. Il est en cours à Laval et j'espère demain dans notre région avec une gauche rassemblée. Et c'est tout ce que nous souhaitons. Parler d'une gauche face à une rassemblée, droite donc qui, pour il faut que l'instant, Guillaume permettez-moi, a Garot pas et d'idée. Mathieu Orphelin se rassemblent et soit se fusionnent dans une même liste. Il faudra naturellement. Avec Mathieu Orphelin en tête de liste pour ce second tour, Florian Bercaud. Avec l'écologiste en tête de liste. Moi, je prône un rassemblement de la gauche, quelles que soient les modalités. Il faut pouvoir faire basculer cette région à gauche parce qu'on a des choses à défendre. Sur la santé, on a évidemment besoin de davantage de médecins, d'un engagement fort de la région. Sur l'enseignement supérieur pour nos jeunes, sur énormément de problématiques, on doit avoir un rééquilibrage de notre région. Et donc je sais faire pouvoir confiance à ces forces de progrès social, progrès écologique, qui apportent des solutions face à une droite sans proposition, une droite toute sécuritaire, qui a zéro idée, zéro futur, sincèrement, et qui d'ailleurs n'hésite pas à s'allier avec l'extrême droite. Face à ça, on a une gauche pragmatique, prête à gouverner, et c'est heureux. Donc rendez-vous au second tour, nombreux, les jeunes, les moins jeunes. Exprimez-vous, parce que la politique, ça sert à changer nos vies au quotidien. Merci beaucoup Florian Bercaud pour cet élan du cœur en faveur du vote. On rappelle l'abstention, plus de 70%. Et tout de suite, nous allons partir retrouver Mathieu Guiraud qui nous attend depuis la préfecture de Loire-Atlantique. Traditionnellement, c'est là, dans notre région, que les résultats arrivent le plus tard. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous en avez quand même quelques-uns, notamment au niveau des départementales, Mathieu ? Alors quelques-uns, non, malheureusement, seulement un seul, celui du canton numéro 18 de Nord-sur-Erdre. Et bien là-bas, c'est le binôme d'hiver gauche Yves Dauvé et Laurence Guillemine qui arrivent en tête de ce premier tour avec 44,23% des suffrages exprimés, suivi du binôme centriste UDI, Jean-Luc Beignet et Anne-Marie Cordier avec 40,56% des suffrages exprimés. Voilà un scénario donc extrêmement tendu. Enfin, le dernier binôme, le binôme du Rassemblement national, lui, arrive en troisième position et arrive largement derrière avec 15,20% des suffrages exprimés. À noter, Virginie et Christine, ce chiffre très très élevé, celui de l'abstention dans ce canton de Nord-sur-Erdre, avec près de 69% d'abstention. Et c'est le chiffre de l'abstention également au plan régional. Merci Mathieu Guiraud, on vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Mathieu Orphelin, la tête de liste écologiste, devrait prendre la parole d'une minute à l'autre. Je vous rappelle les estimations dont nous disposons pour le moment. La présidente sortante, les Républicains, Christelle Morancet, serait largement en tête avec 34% des voix, suivi de l'écologiste Mathieu Orphelin, 18,6%. Le socialiste Guillaume Garot totaliserait 16,6% des voix devant le Rassemblement national. Hervé Juvin, son candidat, totalise 12,7% des voix. Et François de Rugy, pour la majorité présidentielle, 11,7% des voix. C'est un très bon score pour Christelle Morancet, Arnaud Leclerc. Oui, c'est sensiblement le même score que Bruno Retailleau il y a 6 ans maintenant. C'était déjà à l'époque un très bon score. Mais en plus, c'est un score qui est obtenu alors qu'il y a un acteur politique important qui est apparu sur la scène en cours de route et qui est La République En Marche. Même si ce soir il y a une contre-performance, c'est quand même pour Christelle Morancet qui jouait pour la première fois sous son propre nom, sa propre carte, c'est quand même une très grosse réussite. Elle n'a pas besoin de François de Rugy pour l'emporter au second tour, ou c'est un risque qu'elle prend si elle ne cherche pas l'alliance ? Alors c'est un risque qu'elle prend, c'est très clair, ça a un sens politique. Il faut rappeler que la dernière fois, en 2015, il y avait eu près de 200 000 électeurs supplémentaires au deuxième tour, et que ces 200 000 électeurs avaient fait la différence. Donc, il peut y avoir remobilisation d'ici dimanche de certains électeurs. C'est très souvent le cas, un peu plus de mobilisation, mais c'est surtout, il y a un camp qui en profite. On va juste s'arrêter, puisque Mathieu Orphelin va prendre la parole tout de suite, depuis son QG au bord de l'Erdre. Chers amis, l'écologie et la gauche peuvent gagner les Pays de la Loire. Oui, ensemble, nous allons gagner les Pays de la Loire. Je salue les électrices et les électeurs qui se sont déplacés malgré le contexte et les conditions climatiques.
Merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui ont tenu les bureaux de vote et qui font vivre notre démocratie. Nous vivons un terrible séisme politique. Jamais l'abstention n'a été aussi forte pour un scrutin. Dans notre région, 7 électeurs sur 10 n'ont pas voté. C'est une nouvelle démonstration du mal-être démocratique de notre pays. Au-delà des autres raisons, je veux dénoncer la distribution catastrophique des informations électorales que j'ai vues dans tant de communes et dans tant de bureaux de vote. Les électeurs n'ont pas eu les bulletins de vote et les professions de foi. C'est un scandale démocratique. Et je demande solennellement au gouvernement de revoir totalement le dispositif pour le second tour. Je veux saluer Guillaume Garot et la liste du Printemps des Pays de la Loire pour leur campagne dynamique, pleine d'idées, qui a mobilisé très largement son électorat. Dès ce soir, comme nous l'avions annoncé, nous concrétiserons notre rassemblement. Nous formerons dès demain une seule équipe, une même équipe qui se mobilisera toute la semaine pour convaincre et aller chercher la victoire. La bataille pour le climat, la bataille pour la justice sociale, la bataille pour l'emploi durable, elle se gagne dimanche prochain. Ce soir, nous faisons ici en Pays de la Loire le meilleur score écologiste et citoyen en France. Mais rien n'est joué. Il reste une semaine pour que le peuple de gauche et écologiste se mobilise encore plus fort. Venez voter, prenez des procurations, militez avec nous sur le terrain. Amplifiez cette dynamique que nous vivons depuis 9 mois et qui s'accélère ces dernières semaines. Une semaine pour redonner espoir, une semaine pour convaincre, une semaine pour gagner, une semaine historique pour les Pays de la Loire. Dès demain matin, avec cette équipe rassemblée et pour améliorer la vie des Ligériennes et des Ligériens, je m'y emploierai avec vous, avec toutes mes forces et toutes mes convictions, haut les cœurs et tous en campagne. C'était donc Mathieu Orphelin, la tête de liste écologiste, depuis son QG sur une péniche près de la gare de Nantes. Mathieu Orphelin, je vous le rappelle, qui totalise 18,6% des voix. Il est derrière Christelle Morancet, loin derrière, puisque la présidente sortante, Les Républicains, toujours selon des estimations, totaliserait 34% des voix. C'est une très très belle performance pour celle qui menait sa première campagne des élections régionales. On l'écoute. J'y vois vraiment comme un signe d'une reconnaissance, d'un travail effectué depuis 3 ans. Comme vous le savez, je n'ai rien lâché. J'ai tout donné pour cette région. Et ce soir, c'est une vraie reconnaissance. Et je reste sereine, déterminée et aussi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que c'est que le premier tour. Il y a un deuxième tour. Et cette semaine, bien évidemment, dès demain, je retournerai sur le terrain à la rencontre de l'ensemble des habitants de notre région pour qu'ils se mobilisent, qu'ils continuent la dynamique que nous avons engagée pour ce premier tour, parce que rien n'est gagné. Arnaud Leclerc, Christelle Morancet parle d'humilité, rien n'est gagné, il reste encore une semaine avant le second tour, mais très sincèrement, ça se présente extrêmement bien pour elle, y compris sans alliance ou fusion avec François de Rugy. Ça se présente mieux que ce que nous disaient les sondages. Donc elle est dans une position très favorable. Mais tout de même, Mathieu Orphelin vient d'annoncer le fait qu'il y avait une fusion des listes entre celle du Parti socialiste et les écologistes. Ça fait 35%. Et Christelle Morancet est aujourd'hui à 34%, sans alliés. Donc ça n'est pas fait. C'est très proche l'un de l'autre. L'enjeu ensuite, c'est la dynamique de campagne. Donc ça veut dire mobiliser des électeurs supplémentaires, d'autant que l'abstention est absolument considérable, et jouer sur les petits reports qui vont se faire naturellement, c'est-à-dire des portions d'électeurs qui, au premier tour,
formulent un premier vœu et au deuxième se disent si ça peut être gagné de ce côté-là, je vais de ce côté-là. Et on sait que traditionnellement, c'est chez les abstentionnistes qu'on va chercher des voix et c'est encore plus le cas quand on n'a que 30% de participation au premier tour. Bien sûr. En même temps, on peut considérer que très vraisemblablement, l'électorat âgé s'est déplacé beaucoup plus fortement que le reste et donc le plein est fait de ce point de vue-là. Donc c'est plutôt les autres électorats qu'il faut aller chercher là. En tout cas, il fallait qu'elle fasse ce score pour être plus sereine pour le second tour. Bien entendu. L'hypothèque François de Rugy, la nécessité d'un accord avec La République En Marche, dont on savait que c'était très compliqué pour le Parti Les Républicains, tout ça est par terre à partir du moment où elle est très loin devant et lui très loin derrière. Donc la situation est très simplifiée. Et François de Rugy ce soir qu'elle avait oublié François de Rugy, très clairement, pour le second tour. François de Rugy qui devrait prendre la parole d'ici une demi-heure. Il y avait, on l'a dit, des élections régionales, mais aussi des élections départementales. Et on va retrouver le président du département de la Mayenne depuis la préfecture de Laval. Bonsoir Olivier Richefou, vous êtes en ballottage extrêmement favorable, bonsoir, avec plus de 60% des voix ce soir. Plus de 60%, 2 fois plus que le divers gauche, l'autre binôme qui sera en ballottage. Et pourtant, vous n'êtes pas élu en raison du très faible taux de participation. Qu'est-ce que ça vous inspire, Olivier Richefou ? Bien sûr, et en Mayenne, je peux vous annoncer qu'il n'y aura aucun binôme élu au premier tour. Même ceux qui avaient en face d'eux uniquement le Rassemblement national ne sont pas élus en raison de cette faible participation. Nous la devons à un désenchantement certainement d'une partie de la population, sans doute à une organisation qui n'a pas été optimum de la part de la mise en œuvre de ces élections dans le département comme dans toute la région. Et puis vous savez, le mois de juin, c'est un mois compliqué je pense, 2 scrutins en même temps. Les gens sont perdus et je crois qu'il est grand temps qu'on revienne à nos classiques en matière d'élections. Olivier Richefou, sur les cantons de Laval, les adjoints au maire de Laval, les adjoints au maire du maire de gauche, de divers gauche, Florian Bercaud, sont en tête et font un très bon score. On assiste donc à une offensive. Ils sont sur la dynamique des élections municipales, une offensive de la gauche sur ces cantons lavallois. Vous savez, c'est assez traditionnel qu'à la suite d'une élection municipale, l'élection cantonale qui suit aille un peu dans le même sens. Moi, je ne partage pas votre point de vue sur le très grand écart. Il est plutôt assez modeste. Et je crois que rien n'est joué. Et moi, j'appelle à une mobilisation extrêmement importante de tous les Lavallois pour ce second tour. Rien n'est perdu sur Laval 2, sur Laval 1, sur Laval 3. Et je ne crois pas du tout à la défaite aujourd'hui. Il y a entre 15 points d'écart quand même entre Antoine Caplan et Bruno Berthier et les autres binômes. Oui, certes, 15 points d'écart, mais si vous prenez l'exemple du canton de Saint-Berthevin, il y a 30 points d'écart. Donc quand vous avez 30 points d'écart, c'est difficile. Quand vous avez 15 points d'écart, c'est 7,5 qui balancent d'un côté ou de l'autre. Donc je crois que ce n'est pas perdu. Je crois que moi j'appelle tous les Lavallois à se mobiliser pour que la gauche ne puisse pas continuer à mettre en œuvre son programme, qui est un programme de déclin, qui est un programme qui n'assume pas ses responsabilités, qui n'accepte pas le développement de l'enseignement supérieur. Voilà, donc il faut qu'on continue à travailler, nous, tous ensemble. La Mayenne Ensemble est très bien partie sur la quasi-totalité des cantons en Mayenne. Et je crois qu'il faut qu'on amplifie cette dynamique pour dimanche prochain. Merci beaucoup Olivier Richefou. Une chose est sûre, vous serez à partir de la semaine prochaine à nouveau le président de ce département. Merci beaucoup Olivier Richefou. On va partir à présent dans le département voisin de la Mayenne, c'est la Sarthe, où nous attend Thierry Fourmy depuis la préfecture. Est-ce qu'il y aura des élus dans votre département dès le premier tour ce soir, Thierry Fourmy ? Je rappelle qu'il n'y en a nulle part dans notre région ce soir en raison de la faible participation. Absolument, Virginie. Eh bien, c'est le même scénario, effectivement. En Sarthe, il n'y aura aucun élu ce soir à l'issue de ce premier tour des départementales, compte tenu de la faible participation. Elle était de 24,24% à 17h. Elle a légèrement augmenté, 30% de participants, donc, alors que le score était de 50%. Un électeur sur 2 s'était déplacé en 2015. Aujourd'hui, un peu plus d'un électeur sur 4 s'est donc déplacé pour ce premier tour des départementales, avec
avec quelques résultats qui nous sont enfin parvenus. Et c'est vrai qu'il y a eu des consignes pour que le dépouillement soit donné en priorité au régional. Ensuite, il y a un nouveau protocole pour obtenir les résultats qui est un petit peu plus lourd. Donc c'est la raison pour laquelle ces résultats pour les départementales tardent à arriver dans le canton du Lude. Sachez que l'abstention était de 70%. C'est le binôme de la majorité départementale qui arrive en tête avec 41,43% des suffrages exprimés. Il devance le binôme du Rassemblement national avec 19,62%. En zone rurale, sur le département de la Sarthe, il y aura d'ailleurs beaucoup de duels au deuxième tour opposant la majorité départementale classée à droite face au Rassemblement national. À La Ferté-Bernard, le canton numéro 5, c'est le député Jean-Charles Grelier. Ce n'est pas une surprise, qui arrive en tête, 55,68% des suffrages exprimé. C'est son binôme, évidemment, qui arrive en tête. Il devance, là encore, le binôme du Rassemblement national avec 18,94% des suffrages exprimés. Autre résultat sur le canton de Montval-sur-Loire. Il y aura là également, comme dans tous les cantons du département de la Sarthe, et comme on l'a précisé auparavant pour la Mayenne, il n'y aura pas de deuxième tour. Donc rapidement, à Montval-sur-Loire, c'est le candidat, le binôme de la majorité départementale qui arrive en tête avec 37% devant un binôme classé à gauche, cette fois-ci avec un petit peu plus de 27% des suffrages exprimés. Merci beaucoup Thierry Fourmier en duplex de la préfecture de la Sarthe. Un mot quand même, Arnaud, lorsqu'on regarde les résultats, même définitifs et pas d'élus, donc on l'a dit sur ce département, ce qu'on constate aussi, c'est le recul du Rassemblement national. Si on prend le canton du Lude, par exemple, je ne sais pas si on va pouvoir revoir les résultats, la liste, le binôme Front National en 2015, c'était 34%. Cette année, c'est 19,6%. Alors c'est vrai, c'est spectaculaire, mais il faut regarder les voix et pas juste les scores en pourcentage. 3400 voix, en 2015, 1195. Donc le recul est très net, de 2500 voix. Mais en même temps, dans ce canton-là, on a aussi moitié moins d'électeurs qui se sont déplacés que la dernière fois. Donc en réalité, tout le monde recule. Et le Rassemblement national recule plus que les autres. Voilà. D'accord. On va aller en Vendée, à la préfecture de La Roche-sur-Yon, où nous attend Yves Auvinet, le président sortant du département de la Vendée, qui ne se représente pas, président d'Hiver Droite. Yves Auvinet, bonsoir. Les candidats de la majorité font plutôt de très bons scores en Vendée, mais avec un taux de participation très très faible. Ça vous inspire quoi ? Bonsoir, tout d'abord. On ne peut que regretter ce très faible taux de participation. Effectivement, en contrepartie, une très, très forte majorité de nos binômes arrive en tête, avec la majorité dans beaucoup de cas, mais compte tenu du nombre de votants, ils seront tenus de faire un second tour. Est-ce que vous avez des résultats, Monsieur Auvinet, sur le canton de La Roche-sur-Yon 2, où se présente le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, face à la seule candidate socialiste élue au département aujourd'hui ? Pas définitif, mais les derniers chiffres que j'ai eus mettaient Luc Bouard devant de quelques points. Est-ce que le Rassemblement national est en recul, là aussi, un peu partout en Vendée, et notamment sur la côte ? Comment vous l'expliquez, vous ? C'est le résultat d'une élection extrêmement bizarre compte tenu des votants. Je le constate, comme vous, même si je n'ai pas pu faire toutes les analyses parce que tout n'est pas encore totalement finalisé, et particulièrement sur 2 cantons de la côte. Mais globalement, dans le département, il y a un recul du Front National. Probablement parce que nous avons des candidats ancrés dans le territoire, des candidats connus et des gens qui portent aussi toute la logique, je dirais, de la majorité départementale. Vous prenez, vous, ce soir, votre retraite, partir en retraite avec un taux de participation aussi faible. Qu'est-ce que vous vous dites ? Que vous n'avez pas fait suffisamment le job ? C'est une question que l'on peut se poser, nous, les élus, parce qu'il est quand même regrettable que dans une démocratie comme la France, qu'il y ait aussi peu d'électeurs qui se déplacent
Au municipal, on pouvait parler de pandémie, mais là, honnêtement, tous les compteurs étaient au vert quand même, globalement, pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Et on a une abstention record. C'est très regrettable et préjudiciable pour moi à la démocratie et particulièrement en l'occurrence à la démocratie locale. Merci beaucoup, Monsieur Auvinet, d'avoir été en direct avec nous depuis la préfecture de La Roche-sur-Yon. On attend dans quelques minutes le président sortant qui ne se représente pas non plus de la Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, le socialiste, puisque la Loire-Atlantique est le seul département à gauche dans notre région. Et puis François de Rugy qui devrait prendre la parole d'ici un quart d'heure, 20 minutes depuis le Conseil régional. François de Rugy pour la majorité présidentielle qui totalise, on vous l'a dit, 11,7% des voix, très très loin derrière Christelle Morancet qui totalise, elle, 34% des voix. Et ce soir, Mathieu Orphelin a pris la parole, il y a un petit peu plus d'un quart d'heure maintenant, pour confirmer qu'il y aurait bien une union avec Guillaume Garot, qui, vous le voyez, arrive en 3e position, 16,6% des suffrages. C'est donc probablement une quadrangulaire qui est en perspective pour le second tour en Pays de la Loire, avec donc Christelle Morancet, une liste à gauche, Hervé Juvin et François de Rugy, qui devrait annoncer qu'il se maintient, on vous l'a dit, d'ici quelques minutes sur notre antenne. On va se quitter pour quelques minutes, pas très longtemps, un petit quart d'heure pour avoir un coup d'œil sur les résultats nationaux de ces élections régionales et départementales. Restez avec nous, on se retrouve à 21h15 pour la suite de notre soirée spéciale. Toujours avec vous Arnaud Leclerc, notre politologue, professeur de sciences politiques, pour analyser bien sûr tous ces résultats et ces réactions. Philippe Grosvalet, vous l'avez dit Christine, le président sortant socialiste du département de Loire-Atlantique, sera notamment avec nous sur ce plateau. À tout à l'heure, 22h15. Et puis en attendant, le site internet France 3, Pays de la Loire. À tout de suite.